Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. Après 12 années passées à la tête de la francophonie, Abdou Diouf passera le témoin fin novembre. Quel bilan peut-on dresser de ces demandes à la tête de l'institution? Éléments de réponse dans ce journal. Ouverture ce vendredi au Palais des conférences de Sipopo du dialogue national entre pouvoir et opposition en Guinée équatoriale. Des concertations boycottées par une partie de l'opposition qui dénonce une opération de charme du gouvernement. Et puis, lancement de l'opération de déconnexion en électricité des maisons construites de façon anarchique au Gabon. Elles seront ensuite démolies conformément au projet de construction de nouvelles routes. Dans le cadre de l'émission Face à nous, Abdou Diouf a accordé une interview exclusive à Africa 24. Après avoir dirigé pendant 12 ans l'Organisation internationale de la francophonie, l'ancien président sénégalais pose un regard lucide sur le futur de la francophonie et de la politique en Afrique. Marina Vanier. Reconduit à l'unanimité lors du 11e sommet de la francophonie en 2006 à Bucarest et 2010 à Montreux, le prochain sommet de la francophonie du 29 au 30 novembre à Dakar marquera selon Abdou Diouf la fin de tous ses mandats publics. Au terme de 12 ans à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf pose un regard sur son parcours. En ce qui concerne le bilan sur le plan politique, il est clair. La francophonie elle est présente dans tout son espace, pas seulement en Afrique. Dans tout son espace, elle est présente quand il s'agit de conflits, de transition, de médiation, d'expertise sur le plan électoral, sur le plan de la bonne gouvernance, sur tous ces plans. La francophonie éducative, elle est également présente à travers les universités, mais également à travers les projets que nous avons initiés pour renforcer la qualité de l'enseignement dans nos pays. L'initiative pour la formation à distance des maîtres du primaire, formation à distance mais aussi formation présentielle, a été une initiative extrêmement positive et que nous voulons démultiplier. L'Organisation internationale de la francophonie se veut aussi un organisme à la pointe du combat pour la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique. Les derniers événements du Burkina Faso ayant conduit à la renonciation du pouvoir du président Blaise Compaoré ont aussi marqué le chemin à parcourir. Je voudrais d'abord dire toute l'estime que j'ai pour le président Blaise Compaoré. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour son pays et pour l'Afrique. Nous le savons, nous, à la francophonie. Chaque fois qu'il y avait des crises dans l'Ouest africain, nous agissions, mais en même temps, c'est à lui que nous faisions appel pour nous aider et il l'a fait merveilleusement. Personne, aucune organisation ne fait de l'alerte précoce comme nous le faisons. Mais nos alertes précoces qui ont réussi, personne ne les connaît. Parce que nous avons agi à temps. Mais l'alerte précoce, ça suppose que les responsables à qui vous vous adressez, de tous bords, puissent aller dans le sens que vous indiquez. Mais je vous assure que c'est une de nos tâches les plus importantes. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'apprends qu'un chef d'État va modifier la Constitution pour pouvoir, non pas se représenter, mais pour dire que ceux qui n'auront pas habité le pays pendant la dernière année, pendant 1 an avant les élections, ne pourront pas se présenter. Il y avait 2 personnes qui étaient intéressées. C'était ceux-là qui étaient concernés, c'était ceux-là qu'il voulait exclure. Mais j'ai pris mon téléphone, je l'ai rattrapé, il était au Qatar, je crois. J'ai dit, mon cher frère, vous ne pouvez pas faire ça. Il dit, ah oui, mais c'est mes camarades qui sont à l'Assemblée qui sont... J'ai dit, vous arrêtez ça. Il a arrêté ça. De la politique à l'éducation, du social à l'économie, les défis qui s'ouvrent dans le futur pour la francophonie sont immenses, notamment dans un continent africain qui est le premier bassin francophone au monde. Annoncé en août dernier par le président Théodore Obiang-Nguema Mbazogo dans le but de trouver un consensus politique et mettre en place une réconciliation nationale entre tous les Équato-Guinéens. Le dialogue politique s'est ouvert ce vendredi à Sipopo, des assises quelque peu boudées par l'opposition. Plus d'explications dans ce reportage, notre correspondant Serge Kofi.
Début du dialogue national entre le gouvernement et les partis politiques ce vendredi à Sipopo en Guinée équatoriale. Plusieurs partis politiques ont répondu présents, parmi lesquels le PDGE, le Parti démocratique de Guinée équatoriale et ses alliés. L'opposition avec la CPDS, l'Union populaire et l'Action populaire de Guinée équatoriale et plusieurs partis non encore officiellement reconnus venus de la diaspora. Tous les acteurs politiques sont d'accord sur un point. Le pacte national de 1993, grâce auquel une partie de l'opposition avait été légalisée, est aujourd'hui devenu obsolète. Pour certains, c'est aussi une occasion de réévaluer les lois relatives aux partis politiques en Guinée équatoriale. Nous somos perfectos. Por eso, nous ne sommes pas parfaits, c'est pourquoi l'évolution qu'a connue notre système politique requiert une nouvelle évaluation avec la participation de tous, y compris de nos compatriotes qui vivent à l'extérieur. Les partis politiques et le gouvernement doivent se réunir pour faire quoi bon? Une première chose, l'évaluation de ce qu'ils ont fait. Et deuxièmement, pour essayer de faire l'évaluation du travail, la marche, le niveau du développement, le niveau des choses qui sont en train de réaliser par rapport aux accords signés. Si le Parti démocratique de Guinée équatoriale et ses alliés applaudissent ce dialogue du côté de l'opposition, on n'est vraiment pas enchanté de la tenue de ces assises. Ils estiment que c'est une opération de charme pour le gouvernement. Nous ne trouvons pas qu'il est bien de dialoguer avec des frères dans les prisons de Guinée équatoriale. Nous exigeons comme condition minimale que les prisonniers politiques soient libérés parce que la démocratie c'est une fête. Nous examinerons les débats avec le reste de l'opposition. Ou nous continuons le dialogue, ou alors nous nous retirons. On doit élargir l'agenda de thème de la discussion. On doit parler ici de la corruption. On doit parler des politiques sociales qui manquent ici. On doit parler, nous avons un gouvernement de plus de 70 membres. Pourquoi? Le 5e dialogue gouvernement-opposition s'est ouvert ce vendredi à Sipopo dans une atmosphère un peu tendue. Les partis ont 8 jours pour s'entendre sur leurs désaccords car les débats prendront fin le 15 novembre prochain. Au Gabon, les maisons construites de façon anarchique et à proximité de la voie publique ont été déconnectées en eau et en électricité, conformément au projet de construction d'une nouvelle route sur la Nationale 1, un projet qui a pour but de rendre plus fluide la circulation dans cette zone fortement embouteillée. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Dans le cadre des travaux d'élargissement de la route nationale 1 en 2x2 voies reliant Libreville à l'arrière-pays, les techniciens de la Société d'énergie et d'eau du Gabon procèdent à la déconnexion des différents réseaux électriques et d'eau. Objectif, sécuriser la zone de travail et éviter la rupture d'eau et d'électricité dans les ménages touchés par l'opération. Nous sommes donc à une étape clé du projet. Il s'agit du déplacement des réseaux. Un certain nombre de bâtis vont être démolis. Et pour permettre leur démolition, il faut déconnecter ces maisons, les déconnecter du réseau d'eau et du réseau d'électricité. L'opération supervisée par l'Agence nationale des grands travaux s'étend du PK5 au PK12 sur un linéaire de 6,4 km. Mais sur le terrain, les techniciens font face à quelques difficultés qui mettent de temps à autre à rude épreuve leur ingéniosité. Il y a les anciens réseaux qui existent. On implante les poteaux sur le côté, on tire de nouveaux câbles, les branchements qui sont sur les supports existants, on les déplace, on les reporte sur les nouveaux poteaux implantés. Les travaux de déconnexion seront suivis des démolitions des dernières maisons, notamment celles de ceux ayant déjà été indemnisés. En effet, les habitants de cette zone ne disposent plus que de 3 mois avant le démarrage des démolitions des habitations. Toutes les personnes qui sont, je le répète, dans les bâtiments qui ont déjà été indemnisés, libèrent ces maisons parce que dans un très proche avenir, on va procéder à leur démolition. L'axe PK5-PK12 est constamment embouteillé et pour cause. C'est la principale porte d'entrée et de sortie de Libreville par voie terrestre. L'agrandissement de cette route en 2x2 voies permettra assurément de désengorger de façon considérable cette zone et de faciliter les voyages à l'intérieur du pays.
Un monument en métal d'armes fondues pour Senzo Meyiwa. La Fédération sud-africaine de football a lancé ce jeudi une campagne de collecte d'armes à feu illégales pour en faire un monument en métal en hommage aux gardiens de l'équipe nationale de football assassinés en octobre. Une idée simple et originale pour se souvenir du capitaine des Bafana Bafana, victime d'un cambriolage qui a mal tourné. Il s'agit là de la 4e collecte volontaire d'armes illégales initiée dans le pays depuis 1994. Culture à présent, au Rwanda comme dans d'autres pays du continent, les enfants défavorisés se comptent par milliers. Ainsi, de nombreux organismes sont à pied d'œuvre dans le pays pour atténuer cette problématique. Et cela se fait par le biais d'activités telles que la peinture. Voyez ce reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant au Rwanda. Pacifique Niyonsenga et Bertrand Chimoué, 2 jeunes Rwandais qui se battent surtout pour les droits des enfants défavorisés au pays des 1000 collines. Environ la vingtaine, ces artistes font carrière dans la peinture depuis près d'une décennie. Adolescent, le premier était vulnérable, mais le second, quant à lui, avait vécu une enfance plus ou moins stable. Aujourd'hui, la peinture les a réunis pour une même cause, le bien-être des enfants vulnérables. Grâce à l'art, ils abordent des thématiques diverses et variées, mais d'actualité, pour rentabiliser davantage leurs activités, afin de venir en aide à ces enfants. Je parle de l'égalité du genre dans mes œuvres. Je mets surtout l'accent sur les femmes, car elles ont les potentialités de contribuer au développement du monde. Ma source d'inspiration émane de mon environnement immédiat et lointain. Je me sers des réalités de notre société pour peindre mes tableaux. Depuis 2012, ils ont créé un centre d'accueil pour réinsérer les enfants de la rue dans la société. Ils assurent aujourd'hui l'éducation et les besoins élémentaires de 60 enfants. Toutefois, les difficultés financières entravent leur bonne volonté à offrir cette chance à de nombreux enfants dans le pays. Les problèmes financiers existent toujours, mais grâce à nos expositions et aussi au soutien de certains artistes et bonne volonté, on arrive à offrir le meilleur aux enfants défavorisés. Ils ont organisé une exposition du 31 octobre au 6 novembre 2014 à Kigali pour recueillir des fonds pour l'amélioration des conditions de vie des enfants démunis. Ils ont également participé à de nombreuses expositions dans le monde. Des expériences qui leur ont valu d'obtenir certaines aides financières pour les enfants vulnérables. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.